Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 19 janvier 2022 et voici les titres. Le point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire en Moselle était rythmé par la propagation rapide du variant Omicron, le nombre d'hospitalisations qui ne baisse pas et les nombreuses fermetures de classes dans le département. La santé plus que jamais au cœur des préoccupations. Le président du département était en visite à l'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines. L'EHPAD va bénéficier d'une nouvelle extension, un projet soutenu par l'État et le département. Patrick Weiten était également en visite chez la société Sarplast, spécialisée dans l'injection plastique. Il a rencontré ses dirigeants et discuté des enjeux économiques de l'entreprise. Une journée de visite qui s'est terminée au club de canoë-kayak de Großbliederstroff où il a pu discuter du projet de création d'un bassin d'eau vive. Enfin, on vous dira tout sur le recensement de la population réalisé tous les ans par l'INSEE. À quoi sert-il? Qui en est responsable? Et comment est-il effectué? Et aujourd'hui, dans le 30 minutes, on sera en liaison avec Morane qui fait son grand retour pour sa chronique culturelle. Elle nous ramènera en enfance, enfin pour les plus jeunes d'entre nous. Et oui, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais on a déjà hâte d'y être et en fin de journal, on fera la connaissance d'Elisabeth. Après avoir exercé le métier d'infirmière pendant 14 ans, elle a décidé de se lancer dans son rêve de jeune fille, la couture. Elle a créé sa marque de prêt-à-porter à Thionville en 2020. Mais avant, l'actualité, c'est bien sûr le variant Omicron qui continue de progresser en Moselle. Le taux de positivité a atteint 19% contre 3,6% il y a 2 mois. À l'hôpital, 250 personnes atteintes de la maladie sont hospitalisées, dont 102 au CHR Metz-Thionville. La situation reste donc préoccupante dans le département. À l'école, 217 classes sont actuellement fermées, soit 5,3% des classes du département. Pour faire face à la vague Omicron, des masques FFP1 et FFP2 vont être livrés aux enseignants à partir du 21 janvier. Florent Tonizzo a assisté au point presse hebdomadaire du préfet. Nous avons atteint des sommets qu'on n'aurait pas imaginés puisque le taux d'incidence a été multiplié par 20 en 2 mois. Nous sommes à un taux de plus de 2000 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'actuellement 2% de la population de la Moselle a le Covid. C'est dire si la maladie est contagieuse et s'est répandue partout, dans toutes les couches de la population et même souvent chez des personnes qui faisaient très attention. Dans d'autres pays qui avaient quelques semaines d'avance, on constate une décrue, je pense au Royaume-Uni, au Danemark, mais pour l'instant ce n'est pas le cas en France. On sent bien que les choses, avec l'arrivée d'Omicron, ne se joueront probablement pas sur les lits de soins critiques. Ils vont se jouer entre l'arrivée aux urgences et la prise en charge sur des lits de soins conventionnels, dans un contexte où par ailleurs les structures hospitalières restent sous très très forte tension du fait de l'insuffisance de personnel médical et non médical, en raison de différents facteurs, les mêmes que ceux de toute la population, c'est-à-dire beaucoup de personnes malades, les problèmes de garde d'enfants, les problèmes d'éviction de cas contacts, etc. Donc on a aujourd'hui, en effet de ciseaux, un gros besoin, je dirais, de prise en charge de nos populations et d'un autre côté, une difficulté à armer la totalité de nos plateaux techniques et de nos lits. Ces fermetures de classe sont liées à 2 phénomènes. Premier phénomène, un phénomène de cluster, où quand les services de l'éducation nationale, l'ARS, décident de fermer une classe parce qu'il y a un regroupement de cas positifs qui nécessite la fermeture de la classe. Mais il peut exister aussi des fermetures de classe liées à notre incapacité à pouvoir remplacer des enseignants qui sont malades ou des enseignants qui sont empêchés de venir parce qu'eux-mêmes devront assurer la garde de leurs enfants. Nous recrutons des contractuels pour que des personnes qualifiées soient devant les élèves et puissent prendre en charge les apprentissages des élèves. Depuis la semaine dernière, nous avons déjà recruté 31 contractuels sur le département du département de la Moselle. Ils viennent s'ajouter aux 42 contractuels que nous avions recrutés un peu avant les vacances de décembre. Donc on mobilise toutes nos forces pour que l'école reste ouverte. Et je le répète, elle reste ouverte au bénéfice des élèves et surtout au bénéfice de leurs apprentissages. Le domaine de la santé avec le projet d'extension de l'EHPAD Sainte-Marie à Sarreguemines. Patrick Weiten, président du département de la Moselle, s'y est rendu hier après-midi lors de sa visite dans le canton de Sarreguemines. Il a confirmé que la nouvelle construction pourra se faire. C'est un reportage de Christelle Reviaco.
300, c'est le nombre de lits manquants pour assumer l'accueil des personnes âgées dans les départements de la Moselle. Pour pallier ce manque, l'EHPAD Sainte-Marie à Sarreguemines a pour projet de construire un nouveau bâtiment pour remplacer l'actuel EHPAD. La capacité de lits passerait de 95 à 115. L'EHPAD ici est quand même un EHPAD qui a été conçu en 1975 et les chambres ne sont plus très fonctionnelles. Donc il faut que les résidents puissent bénéficier d'un meilleur confort. Dans le nouvel EHPAD, qui sera nommé Simone Veil, 2 unités spécifiques pourront accueillir des personnes qui souffrent de pathologies au niveau cérébral et autres. Sur un terrain de 1 hectare, le nouveau bâtiment sera plus fonctionnel, avec notamment un système de soulève malade et des douches dans toutes les chambres. Ici, il est nécessaire d'engager une démarche à la fois pour soutenir l'investissement et augmenter la capacité d'à peu près 20 lits. Une cinquantaine d'EHPAD en France sont soutenus dans le cadre du Ségur de la Santé au titre du plan d'aide à l'investissement. Et 2 sont sur notre territoire. L'EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe et celui de Sainte-Marie à Sarreguemines. Ce dernier est soutenu à hauteur de 25 000 € par le département et 2 millions par l'État pour un investissement total de 16 millions d'euros. Nos projets ont été soutenus, accompagnés et donc Olivier Véran a effectivement tranché. Il s'agit surtout de réhumaniser les EHPAD, il s'agit de les transformer, qu'ils soient mieux adaptés pour nos aînés. L'EHPAD Sainte-Marie ne va pas pour autant disparaître, le bâtiment deviendra une résidence senior autonomie. Mais pour l'instant, la priorité reste le projet de l'EHPAD Simone Veil. Et lors de sa journée de visite, Patrick Weiten en a également profité pour voir le secteur de l'entreprise. Il s'est déplacé à l'usine Sarplast, une PME spécialisée dans l'injection de pièces plastiques pour l'automobile et l'industrie. L'occasion de rencontrer la direction et de faire un point sur son économie. Reportage de Thibaut Desmerlet. Comment se porte l'économie locale? Le président du département, Patrick Weiten, s'est rendu à l'usine Sarplast lors de sa visite du canton de Sarreguemines pour avoir quelques réponses. La direction a saisi cette occasion pour lui présenter la société et sa santé financière. Écoutez, Sarplast a traversé la crise du Covid et la crise actuelle des matières premières avec je dirais, une bonne capacité de résilience. Sur 2021, on a perdu du chiffre d'affaires du fait des pénuries matières, etc. Mais bon an, mal an, on sortira une bonus. 15 millions de chiffre d'affaires en 2021 avec un manque d'1 million à cause de la pénurie. Elle a aussi subi la hausse du coût de l'électricité avec un surplus à payer de 200 000 € en 2 ans. Mais l'entreprise investit et souhaite augmenter et moderniser ses outils de production. La visite de Patrick Weiten marque le soutien du département dans ses projets. Je trouve que c'est important pour le personnel de voir que le monde politique s'intéresse à l'industrie, au monde économique. Et je considère que le monde politique est un partenaire important pour une entreprise comme Sarplast qui veut se développer. La société a reçu des subventions de la part de la puissance publique et des collectivités territoriales, notamment par le plan de relance pour l'industrie automobile, avec un montant d'1,3 million d'euros. C'est la démonstration aujourd'hui que l'industrie, c'est une belle industrie qui a des perspectives, qui a des clients, qui a un savoir-faire et que nous devons absolument soutenir, aider et accompagner. Moselle Attractivité a également aidé l'entreprise à recruter 3 personnes. Et sur son parcours, le président du département s'est arrêté au club de canoë-kayak Val-de-Sarre à Grosse-Bliderstroff. C'était l'occasion d'en apprendre plus sur le nouveau projet porté par la commune, un bassin d'eau vive qui servirait notamment pour les courses de slalom. Plus d'explications. Ça fait plus de 10 ans que le projet de bassin d'eau vive est sur la table. Le but est de mettre en place un barrage en amont du pont de l'Amitié entre Grosse-Bliderstroff et Klein-Blidersdorf pour favoriser l'activité du canoë-kayak. Il serait utilisé pour les entraînements, les loisirs, mais aussi les compétitions de slalom. C'est la Fédération française du canoë-kayak qui a relancé le projet en septembre dernier en réalisant une étude de faisabilité. Le projet se veut écologique, le but n'est pas de dénaturer l'espace, mais de préserver la faune et la flore. On a un site qui est hyper bien placé. On n'a pas besoin de pompe pour remonter l'eau, déjà, en utilisant l'espace naturel. Et il y a une obligation pour les digues à l'heure actuelle, par le traité du Luxembourg, de faire des passes à poissons. Donc ce projet, ça serait une passe à poissons et on utiliserait ça pour faire un bassin de slalom. Ce dispositif permet aux poissons de passer malgré l'obstacle mis en place par les humains. Un bassin d'eau vive existe déjà à Metz, mais avoir ce dispositif ici permettrait d'accroître l'attractivité sur le territoire français comme allemand. Car depuis le début, le projet est soutenu par nos voisins sarrois qui viennent s'entraîner à Grosse-Bliderstroff depuis des années.
Bien sûr, le parcours améliorerait considérablement la situation pour le slalom de canoë. Ça nous permettrait également de progresser en tant que partie de la base olympique de la Rhénanie-Sarre. Et c'est pourquoi nous sommes naturellement très intéressés et nous voulons encore nous impliquer. Le projet devrait coûter entre 600 et 700 000 euros. Pour l'instant, le club est encore à la recherche de financement. Le maire de la commune a donné son accord pour être porteur du projet et le département le soutient également. La Casque va prochainement faire les démarches administratives pour que les travaux puissent commencer. Et côté sport, toujours, le CO Sarralbe Handball vient d'être honoré par la Fédération française de handball du label Bronze, école de handball pour les saisons 2019-2020 et 2021-2021. Il s'agit d'un label qualité qui récompense les clubs proposant du hand pour les moins de 12 ans. Un label qui récompense le travail du club sur les saisons précédentes et l'encourage à continuer sur cette dynamique. Le club de Sarralbe compte plusieurs équipes de jeunes garçons et filles qui propose même du baby hand dès l'âge de 3 ans. Et garçons, filles, quel que soit l'âge, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, réalise régulièrement le recensement de la population et ça commence dès demain. Alors à quoi sert-il? Qui l'effectue et dans quelles conditions? Toutes les réponses dans ce reportage de Valentine Klein et Louis Simon qui ont assisté à une séance de formation des agents recenseurs. Les stylos et tout, cette année avec Covid... Le recensement approche à grands pas. Ainsi, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, organise des journées de formation pour les personnes souhaitant participer à cette collecte d'informations. Les agents recenseurs sont généralement actifs dans leur propre commune, un atout qui leur permet d'avoir une meilleure connaissance des lieux et des habitants. Le recensement commençant le 20 janvier, il est nécessaire de former les agents recenseurs. Donc les sessions de formation sont organisées sur 2 demi-journées, ce qui leur permet entre les 2 demi-journées de faire une tournée de reconnaissance. On leur explique bien le principe, le pourquoi, le comment, et puis aussi comment agir, parce que cette année malheureusement on a le Covid et on tient à préserver autant la santé de nos agents recenseurs que de la population. Les communes nous prêtent d'ailleurs gracieusement les salles, on les remercie beaucoup parce qu'il faut aussi qu'elles s'adaptent un peu à notre rythme, ce qui n'est pas toujours évident. Le recensement est indispensable pour le développement d'une ville. Il permet de juger efficacement des besoins de la commune, sur l'ouverture par exemple d'une école ou d'une maison de retraite, ou bien encore dans l'éventuelle rentabilité d'une nouvelle pharmacie ou boulangerie. Toutes ces données, qui restent anonymes, peuvent être consultées sur le site internet de l'INSEE. En fait, le recensement a lieu tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants et pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est recensée tous les ans. Et le recensement aujourd'hui sert à faire, pour vulgariser les choses, une photographie de la population à l'instant T. Tout ça, c'est la photographie, pour schématiser les choses, de la population qui nous permet d'établir les besoins d'une commune. Le recensement n'a pas une vocation de vérification. C'est vraiment une vocation de renseignement pour adapter les politiques locales. Les recenseurs ont leur zone de travail. Ils doivent chacun respecter un secteur d'activité défini, indiqué par une carte qui leur sera donnée. Donc j'ai un plan de la commune de Morsbach qui a été coupé en 6 parties. Donc chaque agent recenseur aura son propre secteur. Donc on l'a schématisé avec les différentes couleurs. Et à côté de ça, l'agent recenseur aura également une liste détaillée de chaque rue pour éviter tout souci. L'INSEE et les communes recherchent activement des agents recenseurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à votre mairie. Et au total, 448 300 foyers vont être recensés dans le Grand Est. Mais cette année, Covid oblige, les agents recenseurs n'entreront pas dans les logements et les formulaires papier invitent à répondre en priorité sur Internet. Eux, par contre, sont tous recensés sur des cartes et numérotés selon une encyclopédie appelée le Pokédex. Les plus jeunes d'entre vous auront compris de qui je parle. C'est bien sûr les Pokémon et c'est le sujet de notre chronique culturelle avec Morane.
Et Morane, oui, qui fait son grand retour aujourd'hui pour sa chronique culturelle. Mais d'abord, Morane, tu vas nous donner les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Ce week-end, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit avec le spectacle de Maxime Gasteuil. L'humoriste parisien est né en province et raconte sa nouvelle vie à la capitale en passant par plusieurs personnages. Ça se passe ce samedi 22 janvier sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Infos et réservations sur le site internet de la ville. Et toujours dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, rendez-vous mardi 25 janvier pour une pièce de théâtre « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty » d'Élodie Menant et Éric Bu. Cette pièce retrace la vie de la célèbre comédienne et chanteuse française dans les années 30. Idem, ça se passe sur la scène de l'Hôtel de Ville. Infos et billetterie en ligne. Et côté exposition, la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche vous propose du 15 janvier au 19 février une exposition sur le numérique. Ça s'appelle « De l'homo numericus au citoyen numérique », une exposition itinérante qui s'inscrit dans le cadre des escales des sciences de l'Université de Lorraine. Profitez-en. Voilà Margot. Merci pour ces bons plans et on enchaîne bien sûr avec la culture. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors j'ai décidé de vous parler de jeux vidéo, je t'explique. Je fête mon anniversaire la semaine prochaine, alors je me suis dit tiens, si je parlais d'un truc qui fête aussi son anniversaire prochainement, eh bien figurez-vous que la franchise Pokémon fêtera sa 26e année, la franchise Pokémon soufflera en février sa 26e bougie. Les Pokémon sont plus vieux que moi. Eh bien, effectivement, je ne le savais pas. Alors, raconte-nous tout, Morane. Alors, tout le monde a déjà entendu parler de Pikachu, Dracofeu ou encore Carapuce. Eh bien, ces petits monstres sont arrivés sur nos consoles en 1996. On les doit au japonais Satoshi Tajiri, qui a développé la franchise avec Nintendo. Alors, les tout premiers jeux Pokémon de l'histoire sont sortis sur Game Boy. Ça s'appelait Pocket Monster Rouge et Vert, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Un succès fulgurant qui marquera le début d'une longue série, puisque Pokémon compte aujourd'hui plus d'une centaine de jeux vidéo. Il y a la version rouge, bleu, jaune, saphir, argent, or, rubis. Il y en a trop, je ne peux pas tous les énumérer. Effectivement, ça fait beaucoup. Alors oui, c'est un euphémisme, Margot, car aujourd'hui, la franchise fait partie des plus lucratives dans sa catégorie, avec un chiffre d'affaires estimé à 105 milliards de dollars, selon la société Statista en août 2021. Alors en plus des jeux vidéo sur console, on a aussi le droit à des séries animées, des produits dérivés, des célèbres cartes qui se vendent à prix d'or sur le marché actuellement, des films, des mangas, bref, un succès planétaire qu'on appellera d'ailleurs la Pokémania. Et oui, on leur doit aussi le jeu Pokémon Go qui était sorti sur smartphone. Tout à fait. Alors, le jeu Pokémon Go sorti en 2016 avait fait beaucoup parler de lui. C'est un jeu mobile en fait utilisant la réalité augmentée et la géolocalisation qui permet aux joueurs de se déplacer en temps réel à échelle réelle dans le jeu. Alors, il faut attraper des Pokémon dans les rues de sa ville et vous pouvez aussi les faire combattre contre d'autres joueurs à proximité. Oui, c'était pas mal comme concept puisque ça permettait aux gens de faire du sport. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, le record de marche dans le jeu est d'ailleurs de 8,7 milliards de kilomètres. C'est à peu près l'équivalent de 200 000 fois le tour de la Terre. Ah ouais, ils étaient motivés. Et oui. Et d'ailleurs, si je parle de Pokémon aujourd'hui, eh bien, c'est aussi parce que le petit dernier de la franchise débarque le 28 janvier prochain sur la Nintendo Switch. Ça s'appelle Pokémon Legends Arceus. C'est le tout premier jeu Pokémon en open world ou en monde ouvert en français, dans lequel le joueur en fait a la possibilité en fait de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'interagir avec plusieurs éléments du décor, un petit nouveau que les fans attendent avec impatience. Effectivement, j'en ai bien l'impression. Et sur notre secteur, est-ce qu'on en parle de Pokémon ? Alors ça tombe bien que tu poses cette question, Margot, parce que oui, on en fabrique même. Direction Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, où la célèbre cristallerie a signé une collaboration avec Nintendo et en découle en fait des petites pièces de cristal à l'effigie des monstres de poche. Elles sont adorables. Seules 25 pièces ont été mises en vente pour fêter les 25 ans de la franchise l'année dernière. Merci beaucoup Morane pour ce petit point pop culture et je n'aurai qu'une chose à rajouter, attrapez-les tous. Eh oui. En revanche, ce qu'il ne faut pas attraper, ce sont les virus de l'hiver. Voyez plutôt les températures, voyez la météo de demain et on se retrouve dans un instant. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde. Pour la journée de demain, le ciel sera hésitant avec des nuages entrecoupés d'éclaircies et il faudra composer également avec des précipitations. En matinée, elles tomberont sous forme de pluie à l'ouest du département et sous forme de neige sur les secteurs de Bitche et Sarrebourg. En seconde partie de journée, les averses s'arrêtent et le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de 0 à -1 degré et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Sébastiens et il fera jour de 8h20 à 17h12. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Salut, c'est Jackie Easy Up 88 et bienvenue sur mon nouveau live. Au programme, des femmes pour assouvir. Aïe! Désolé, j'avais pas vu tes doigts. J'ai pas fait exprès, ça s'est ouvert tout seul. Dis donc, on me la fait pas, moi. Mais je te jure, j'y suis pour rien. Pourtant, il a cliqué. Tu veux rencontrer des filles coquines Qui aime le chocolat parce que c'est plein de magnésium. Mais comment on bloque ça? Des femmes d'expérience. Mais découvre une page d'ouverte là. Je suis désolée, c'est vrai, mais c'est apparu quand j'étais sur mon forum et j'ai cliqué. Et après, ça a ouvert plein d'autres pages. C'est pas ta faute, mais il y a des personnes qui pensent pas à toi. Avec ce genre d'image, elles gagnent beaucoup d'argent de la publicité et sans se soucier qu'un enfant puisse tomber dessus. Il y a des sites que tu ne dois pas voir et notre rôle, c'est de te préserver de tout ça. On sera plus vigilant avec le contrôle parental. Allez, file, mon grand. Je devrais quand même peut-être vérifier ces pop-up, tu crois pas? Moi, je crois que je vais surtout mettre le contrôle parental sur toi aussi. Ah. Vos enfants peuvent être exposés à des images pornographiques sur Internet. Pour éviter cette situation, installez le contrôle parental, un antivirus et un anti-fenêtre publicitaire. Surtout, parlez avec votre enfant quotidiennement. S'il a vu des images qui l'ont traumatisé, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel pour qu'il puisse s'exprimer. Tu aimerais rencontrer un jeune homme de ta région avec des tablettes de chocolat. C'est pas vrai, ça vient d'où ça? C'est pas une pub mensongère, tu le noteras. Pour cette seconde partie d'émission, on va faire la connaissance d'Elisabeth. Après 14 ans dans le milieu hospitalier, cette ex-infirmière a décidé de changer de voie et de suivre son rêve de petite fille, travailler dans la mode. Aujourd'hui, elle a lancé sa propre marque de prêt-à-porter, Parelli, une marque made in France pour femmes et pour hommes, mais surtout pour toutes les morphologies. C'est un portrait signé Jean Milon. Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Parelli. Entrez, je vous en prie. C'est ici à Thionville qu'Elisabeth a créé sa propre marque de prêt-à-porter. Après 14 ans dans le milieu hospitalier en tant qu'infirmière, elle a décidé en 2020 de vivre de son rêve de petite fille. J'ai démissionné sur un coup de tête parce que ça me convenait plus, en fait, je me retrouvais plus dans ce métier. J'avais plus envie d'aller travailler le matin et j'avais surtout envie de plus avoir de hiérarchie, d'être mon propre patron. Sa première collection est composée de 3 pièces pour femmes et d'une pièce mixte. Le cardigan Édouard, chaque vêtement a un prénom, le top dentelle Fred,
Le t-shirt Coco qui est en 100% coton Ocotex. Il est décliné dans un imprimé aussi iconique de la marque. Et enfin, donc on a 2 jupes qui sont hyper confortables à porter et tout est fait en France. Le Made in France, c'était indispensable pour Elisabeth. Ses fournisseurs se retrouvent un peu partout dans le pays, de Calais à la région Occitanie, en passant par Troyes ou Saint-Étienne. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, de pouvoir proposer un savoir-faire de qualité, participer à mon échelle à cet engouement et à l'économie aussi. Pour le moment, la Thionvilloise envoie ses produits de son bureau, car disponibles seulement sur son site internet. Pour se faire connaître, elle a réalisé un véritable travail de fond, à commencer par des formations, puis beaucoup de rencontres pour créer des liens. Cet après-midi-là, Elisabeth participe justement à un salon mode et beauté. Dans quelques minutes, toutes ses créations envahiront la scène de la salle Bastien. Tu peux les retrousser un petit peu si tu préfères. Il faut vraiment que tu sois à l'aise, c'est le plus important. Sa collection. L'ancienne infirmière l'a pensée pour tout le monde et pour toutes les morphologies. La gamme de taille allant du 32 au 54. Une fois les retouches finies, l'heure est venue de défiler. Incroyable de voir ces aboutissements d'années de travail et de voir tous ces mannequins de différentes tailles qui arrivent à sublimer les modèles et surtout se sentir super à l'aise dedans. Elles rayonnent, on entend les retours positifs du public et je suis vraiment heureuse parce que je me rends compte qu'il y avait une vraie demande. Très fière aussi de pouvoir représenter les femmes rondes, puisqu'on n'est pas forcément représenté, on n'est pas dans les standards de beauté classiques. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur. Le nom de sa marque, Parelli, et sa mascotte, la coccinelle, un choix symbolique qui pourrait bien à terme la rendre reconnaissable. Je connais personne honnêtement qui m'ait dit que voilà, j'ai peur des coccinelles ou les coccinelles je suis pas trop fan. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui parle à peu près à tout le monde et même pour certains qui peut rappeler je sais pas, un groupe de musique iconique, une voiture iconique. Et ben voilà, du coup maintenant pourquoi pas Parelli, la marque iconique. Pour son 2e salon de ce type, Elisabeth a rencontré un franc succès. Étape par étape, elle espère grimper les échelons et se faire connaître au niveau national. Et cela passe d'abord par l'ouverture dans les prochains temps d'une boutique à Thionville. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Julia Bitran pour un nouveau JT en direct à midi. Excellente journée à toutes et à tous.